aux invités de Lise Gutmann. Radio J. Marguerite et le Mont Blanc, un nouveau roman paru aux éditions de l'Aube. Ce roman est écrit par Michael Sibony qui nous fait l'amitié d'être dans le studio de Radio J. Bonjour Michael. Bonjour Lise. Alors Michael, c'est un premier roman. Moi, la façon dont vous vous décrivez dans le livre m'a beaucoup amusée, ce qui fait que j'ai envie de le dire. Vous êtes trentenaire, vous déambulez dans les rues de Paris quand vous ne sillonnez pas les sentiers de montagne. Marguerite et le Mont Blanc est donc votre premier roman. Alors un roman que j'ai découvert avec un intérêt renouvelé à chaque page, un roman qui regroupe une thématique très variée. On apprend énormément de choses dans votre roman. C'est comme si vous transmettiez d'un coup tout ce qui vous tenait à cœur, mais à travers des personnages et surtout un. Ce roman est écrit à la première personne. Alors, on m'a posé plusieurs fois la question, mais qui est Marguerite ? Et je crois qu'en lisant le livre, on devrait dire plutôt, mais qu'est-ce que c'est le Mont Blanc ? Parce que finalement, très peu de gens font le Mont Blanc et en parlent et écrivent sur cet accès au Mont Blanc. Mais vous l'avez fait. Et grâce à vous, on découvre un univers. Merci. Alors, Marguerite et le Mont Blanc, comment vous est venue l'idée de ce roman ? C'est votre premier roman. Pourquoi d'un coup, on se dit, voilà, je vais écrire ? Merci pour cette présentation qui me touche parce que je la trouve très juste. Alors, pourquoi écrire ? Écrire, surtout écrire de manière à faire aboutir un roman, c'est un processus vraiment long et assez violent, difficile. Et donc, pour arriver au bout, il faut une vraie motivation. Et moi, elle relevait quasiment de l'obsession. Ce roman, j'ai l'impression de l'avoir commencé quand j'avais 5 ans, avec le prénom de Marguerite. Le prénom de on ne va pas tout dévoiler. Hein. Je ne veux pas dire qui est Marguerite. Je ne vais pas tout dévoiler, mais ce que je peux dire, c'est que le désir d'écrire ce roman vient de très très loin, et c'est très tard, c'est-à-dire il y a à peu près 7 ans, que je m'y suis mis pour de vrai, avec rigueur, de manière à ce qu'il puisse être joli, agréable à lire, fluide. Ce qui est le cas. Merci. Et surtout, comme vous l'avez dit, et puis c'est souvent le cas dans les premiers romans, y mettre tout ce que j'aime, parce que c'est une sorte de roman d'amour. Tout votre univers, en fait. Oui. C'est un roman d'amour dans le sens où je mets ce que j'aime pour le partager avec mon lecteur. Oui. Et donc, il y a effectivement beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Alors, c'est très dense. Il y a également, évidemment, la judéité, votre façon de le vivre, de l'appréhender au sein du livre. Donc, pour vous, c'est important. La judéité ? Oui. Plus que ça. Bon, déjà. Oui, plus que ça. Vous priez beaucoup dans ce roman. Alors, moi, je tiens à dire que je ne suis pas religieux. Et ce roman... pourtant, il y en a des prières et en hébreu. Hein. Exactement. Ce roman fait dialoguer beaucoup de personnes qui ne se parlent pas forcément. Le religieux, le laïc, le passionné de la montagne, le juif. Le catholique, le juif, fait beaucoup dialoguer le juif. Oui. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a eu, selon qui on est, on le lit avec un angle différent. Il y a eu pas mal de presse et j'ai été invité pas mal en vallée de Chamonix, là où l'intrigue se passe. Mais oui. Où on m'a jamais posé de questions en lien avec le judaïsme, alors que ce roman transpire le judaïsme. C'est un roman juif, bien sûr. Voilà. C'est évident. Donc je suis ravi de pouvoir en parler sous cet angle. Et eux, ils ne vous parlaient là-bas que du Mont Blanc. Que de montagne. Que de montagne. Alors, justement, ce roman est écrit à la première personne. C'est vous ? Alors, vous savez, un roman, ça veut dire que c'est une invention. Sais. Donc, moi, je l'ai présenté comme ça. Je l'ai écrit à la première personne. Vous avez peut-être remarqué que c'est un roman qui questionne la valeur du prénom. Donc, et le narrateur n'en a pas. Donc, c'était pour que, en fait, chacun puisse en être
C'est évidemment un narrateur qui me ressemble de très près, mais ce n'est pas mon histoire, tout simplement parce que j'ai pas la prétention de penser que les gens liraient ce livre pour qui je suis moi, mais plutôt pour les questions singulières, plutôt à travers l'histoire singulière, les questions universelles qu'il pose et auxquelles ce roman tente de répondre. Des questions universelles sur notre rapport à la mort, au deuil impossible. À l'extermination, à la gémellité, voilà. que vous évoquez beaucoup, et il faut lire le livre pour comprendre. Mais tout cela, en fait, tous ces thèmes, ça vient aussi de votre vécu, de votre famille. On le comprend à la fin quand vous donnez la trajectoire des membres de votre famille dans les dernières pages. Tous les auteurs ne le font pas. Pour vous donner leur nom, c'était quelque chose d'important parce que j'ai quand même eu le sentiment que les deuils sont durs à faire chez vous. Là, en plus, on traverse, nous tous, en tant que collectif juif, un deuil épouvantable. Un nouveau deuil impossible. Oui. Là, il s'agit d'autres questions autour d'autres deuils. Mais je pense qu'un deuil est toujours difficile. Celui-là est très spécifique parce qu'il s'agit de faire le deuil d'une absence, même du deuil de quelque chose qu'on ne peut pas nommer, en l'occurrence une sœur du narrateur non nommée. Et donc, vous savez, une sœur, un petit enfant de 5 ans, il l'attend, et puis il fantasme, et puis tout à coup, elle n'est plus là, et puis il avait voulu négocier un prénom, et il n'est pas donné. Alors, c'est terrible d'en faire le deuil. Ce mélange à ça... c'est une histoire vraie ? Dans votre vie ? Alors, oui. Oui, voilà. Parce que vous en parlez d'une telle façon, je me suis dit, il l'a vécu. On ne peut pas inventer une histoire comme celle-là si on ne l'a pas vécue. Tout à fait. Sauf si on vous l'a raconté, mais... Alors, voilà, c'est une de mes motivations. Une de mes motivations, c'était d'avoir donné un prénom et une existence à cet être attendu que moi, Michael Sibony, j'ai attendu quand j'avais 5 ans et qui n'a pas été nommé pour des raisons juive religieuse. Et donc, il y a tout ce dialogue et ce questionnement. C'est-à-dire, c'est un bébé mort-né, quoi. Voilà. Et vous savez, dans la tradition, on ne nomme pas. Oui. Mais alors, du coup, se pose la question du deuil, de comment le faire. Donc, et ça vous travaille depuis l'âge de 5 ans ? 5 ans, c'est le moment où ça a eu lieu. Donc, on va dire, c'est mon petit trauma. Et donc, on vit très bien avec, mais de temps en temps, ça revient. C'est pas un petit trauma, c'est un gros, et on en fait un livre. Voilà. Donc, c'est important aussi. Alors, on a dit dès le départ qu'on voulait pas trop donner de détails. Cette passion pour la montagne, elle est née quand ? Alors là, pareil, c'est un peu une histoire de famille. Oui. Et ça, c'est vrai aussi. Vous êtes allé faire des randos en haute montagne avec votre papa. Voilà. Alors, je précise quand même qu'il y a des moments d'invention dans ce texte, notamment le grand-oncle du narrateur qui s'appelle Oncle Isaac, et qui est la figure de la sagesse, le chacham, qui distille de la pensée juive plutôt ashkénaze, et puis empreinte de beaucoup d'humour et de contradiction, et donc qui n'est pas là, ce n'est pas dans la partie autobiographique, mais plus vraiment romancé. Mais oui, mon père nous a transmis. Donc vous êtes inventé un oncle Isaac avec lequel vous avez vécu de jolies péripéties dans votre jeunesse. Très utile pour le texte. Voilà, très. Pour transmettre, encore une fois, des choses qu'on aime. Et vous savez, dans un roman, puisque je ne fais pas... en tout cas, l'objectif, c'était pas de raconter ma vie, mais plutôt de questionner et tenter de répondre à ces problématiques communes, universelles. Il y a de l'invention. Et pour revenir à la question sur mon père, il nous a transmis l'amour de la montagne, les marches. Et en fait, je ne sais pas si vous pratiquez la randonnée, mais quand on marche beaucoup, même si les paysages sont sublimes et qui nous nourrissent, c'est insuffisant. Il faut se nourrir d'autres choses. Et donc, on se nourrit de ses pensées, etc. Et moi, à un moment, c'était comme un appel. Ça veut dire que dans mes marches en montagne, me venaient des idées, des bouts de texte que après j'écrivais et qui rentraient pile poil comme un puzzle
qui s'emboîtaient avec la pensée précédente et qui se sont emboîtés après avec les pensées suivantes. Et c'est ça qui fait que je pense ce livre a une unité malgré la diversité de sujets. Tout à fait. Et vous habitez Paris, région parisienne, Ouais. ou vous habitez plutôt près de la montagne? Non, j'habite Paris Et vous allez randonner Voilà. souvent? C'est ça. Oui, dès que vous avez l'occasion, c'est votre région de prédilection. Plutôt les Alpes, les Pyrénées, Les le Alpes. Massif central, les Alpes. Voilà. Vous avez fait l'ascension du Mont Blanc combien de fois? Une seule fois, mais elle était mémorable. Dense, c'est très dense. Hein. Tout à fait. Et j'ai trouvé aussi, parce que vous nous racontez au moment de l'ascension les sentiments que vous avez, les pensées qui viennent à votre esprit, et on a l'impression qu'à un moment, le corps se détache de l'esprit. Bah, tout à fait. C'est une forme de transe, en fait. En réalité, c'est valable aussi dans d'autres pratiques sportives. Quand on fait un effort pendant très très longtemps, faire l'ascension du Mont Blanc, c'est 10 heures de montée consécutive. En l'occurrence, le narrateur les fait d'une traite. Donc, il y a Et vous les avez faites d'une traite aussi. Waouh. Donc, il y a l'effort physique. Et puis, il y a aussi l'altitude. Ça veut dire qu'on peut être sensible au manque d'oxygène. Et donc, tout ça, en tout cas, j'ai choisi de le prendre comme prétexte pour questionner des pensées, des associations d'idées, peut-être des pensées qui pourraient être qualifiées de délirantes, mais qui servent le propos, en l'occurrence toujours de questionner et de faire dialoguer les mondes, à la fin surtout le monde des morts et le monde des vivants. Et voilà. Et donc, on le ressent particulièrement au sein de votre livre « Marguerite et le Mont Blanc ». Alors, vous avez aussi un très joli style, ce qui fait que le livre est très agréable à lire. J'ai l'air d'être un peu dithyrambique, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Un style à la fois profond et très descriptif, ce qui fait que on voit des paysages en lisant ce que vous écrivez. Est-ce qu'on vous l'a dit? Oui, on m'a dit que c'était un peu cinématographique. Voilà. Et en le travaillant, c'est quelque chose que j'avais bien en tête. En fait, c'est compliqué je me suis attaché de manière très, très rigoureuse à toujours essayer de tenir en haleine mon lecteur, tout en lui montrant bien l'univers dans lequel j'imaginais que mon narrateur était. Non. Alors, en lisant votre livre, je suis tombée sur une page et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de lire à l'antenne. Donc, c'est un petit extrait. On est Michael Sibony, page 164. Vous voyez où c'est? À peu près. Je poursuis mon tour sur moi-même. Au-dessus des vagues de nuages, l'horizon est circulaire. La Terre est ronde. Sa révolution autour du Soleil dure 1 année. Ma petite révolution à moi dure à peine quelques secondes. Je suis plongé dans une faille spatio-temporelle au plus près de Marguerite et de l'autre monde. J'en veux pour preuve le déchaînement des éléments. Le vent force mon dos à se courber et mes yeux à se plisser. Il contraint le Mont Blanc à se démaquiller, soufflant sur la neige qui tourbillonne et s'évade. La poudrerie me brûle le visage. Le vent est forge, fouet, feu. En dehors du bruit de mes pas et de mes musiques intérieures, je n'entends que le vent, le vent, le vent. Nul ne vit ici, pas même les grands rapaces. Aveuglés par tant d'éclats, je ne distingue plus ni ciel ni terre. Je suis entre le royaume des vivants et celui où s'écrivent les tables de la loi. Vous vous rendez compte que vous avez écrit ça? Je suis sûre que non. C'est juste magnifique et c'est vrai que dans cet extrait, en fait, je me suis dit, j'ai lu tout le livre pour en arriver là. C'est ça que j'avais envie d'entendre et même si évidemment on est aux 2/3, presque aux 3/4 du livre, quand on arrive à cette page, on se dit, j'ai tout lu pour voir ça, pour entendre ça, pour ressentir cela.
Merci en tout cas pour vos compliments. Non, c'est vrai, c'est pas un compliment, c'est le ressenti d'une lectrice. Alors, mais c'est un compliment si vous le prenez comme ça. Alors, ce livre, justement, en combien de temps, entre le moment où vous vous êtes assis pour écrire, d'abord, vous l'avez écrit comment, ce premier roman, à l'ordi ou avec un stylo ? À l'ordinateur, je me suis déshabitué à écrire et j'arrive très mal à me relire au stylo. Donc à l'ordinateur, et en vrai, c'est beaucoup plus pratique pour réagencer. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je l'écris vraiment en petits bouts que je me suis mis à intercaler. Et je l'ai écrit à un moment d'obsession. Ça veut dire que je ne pensais qu'à ça. Et donc, les choses me venaient, je notais les 2-3 idées, et le soir ou le matin, je recompilais tout ça. Oui. Et à chaque fois, j'avais le plaisir, le vrai plaisir de voir que ça tombait juste. Et donc, pour répondre à votre question, je l'ai quand même écrit en assez longtemps. Je dirais en 1 an et demi pour le squelette. Et après, j'ai rajouté presque 5 ans pour travailler le style. La famille devait plus en pouvoir d'en entendre parler et de ne pas le voir. Mais franchement, ça valait la peine parce que maintenant qu'il est sorti, ce livre. Alors, dans votre roman, Marguerite et le Mont Blanc, paru aux éditions de l'Aube, il y a beaucoup d'yiddish et d'yiddishkeit. Ouais. En tous les cas, nettement plus que dans la majorité des romans que je lis en ce moment ou des livres. Alors, ce rapport au yiddish, c'est quoi ? Eh ben, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup la musique klezmer et j'ai un rapport avec le yiddish qui me vient surtout de ma mère, mais qui est en fait très distant, puisque vous savez, enfin, peut-être, mais j'ai un grand-père. Vous êtes moitié ashkénaze, moitié séfarade. Pas tout à fait moitié. Un quart ashkénaze. Et donc, ce quart ashkénaze, mon grand-père, Berek Dudkevitch, qui a été déporté pendant la rafle du Veldiv et qui est revenu seul, sa femme et ses enfants étant morts en déportation. Oui. Et il s'est remarié avec ma grand-mère, ce qui se faisait pas trop à l'époque, mais les circonstances ont fait ma grand-mère d'Algérie. Et donc, le yiddish, moi, est plutôt peu présent, mais par la musique, si vous voulez, c'est revenu et ça faisait partie des choses que j'avais envie de transmettre. D'autre part, puisque je vous les ai dit au début, je voulais faire dialoguer un peu les mondes. Le monde de ceux qui aiment la montagne, souvent, ne sont pas très juifs. Il n'y a pas beaucoup de randonneurs parmi nous. C'est vrai. À part Moïse. Oui, dont vous parlez très bien d'ailleurs dans le livre. Oui. Donc, mon idée, oui, c'est vrai que Moïse a randonné en montagne. Faut le dire, c'est vrai. C'est le premier randonneur qu'on connaisse. J'avais jamais vu les choses comme ça, mais en lisant votre livre, je me suis dit, waouh, là, il touche à quelque chose. Et donc, j'avais envie vraiment de distiller des choses chouettes du judaïsme et du monde juif en général, pour ces gens-là qui ne nous connaissent pas et qui connaissent peu notre monde. Donc, il y a beaucoup de musique juive, il y a quelques blagues juives, il y a un voyage en Israël, il y a plein de choses. Il y a des mots yiddish, il y a beaucoup de choses, voilà. Il y a plein de choses dans un... Mais tout bien expliqué. Voilà. C'est ainsi que l'émission touchant à sa fin... Vous nous expliquez, alors là aussi, c'est mon côté yiddish, j'étais assez sidérée, les origines de la chanson Donna Donna qui revient régulièrement. Vous donnez le nom de l'auteur, vous expliquez selon vous les explications que vous avez trouvées sur ce que signifie Donna Donna. Donc, on les donne pas à l'antenne, il faut lire Marguerite et le Mont Blanc. Mais moi, j'avais envie de vous faire plaisir et qu'on termine cette jolie émission, je le rappelle, Michaël Sibony, Marguerite et le Mont Blanc à lire absolument, paru aux éditions de l'Aube. J'avais donc envie qu'on termine avec la version de Théodore Bickel de Donna Donna, qui pour moi est la meilleure version, je le dis, même s'il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Et c'est une chanson qu'on retrouve tout au long de votre livre. Donc, je vous laisse la savourer. Bravo, Michaël Sibony, et merci pour ce joli moment que j'ai passé en lisant votre roman. Au revoir, à bientôt. Merci, plaisir partagé. Lag der Wind im Chor, lacht und lacht und lacht, lacht der Roboter ganzen Umma all der Nacht.
das Kehl, wo sagt der Poier, wer je heiß dich sein Nackal, wo's gekennt doch sein Vogel, wo's gekennt doch sein Nachschmal. Lach der Inti